Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. La légende arthurienne a su traverser les âges et fascine toujours autant de nos jours. Il faut dire que des manuscrits médiévaux richement enluminés aux créations contemporaines, les adaptations sont nombreuses en France et ailleurs. Romans, littérature jeunesse, fantasy, bande dessinée, films ou même jeux vidéo. L'intérêt pour cette œuvre se développe tout d'abord en France, Angleterre et Allemagne avant de gagner les États-Unis. Au 19e et 20e siècle, chacun réécrit la légende. Apollinaire, Jean Cocteau, mais aussi on l'a vu Mark Twain. À cette liste, ajoutons bien évidemment Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, dont l'univers est inspiré du monde arthurien. Dès les années 1950-1960, le mythe commence à se diffuser au cinéma avec par exemple Les Chevaliers de la Table Ronde de Richard Thorpe, Excalibur de John Boorman ou encore le parodique Monty Python Sacré Graal. Ces films suivent plus ou moins fidèlement la trame de Thomas Malory. En 1962, le Merlin l'Enchanteur de Walt Disney est lui inspiré d'une nouvelle pour la jeunesse, L'épée dans la pierre de Terence Hanbury White. Mais si le cinéma grand public s'est emparé de la légende, le cinéma d'auteur n'est pas en reste, avec notamment deux œuvres majeures, Lancelot du Lac de Robert Bresson et Perceval le Gallois d'Éric Rohmer. Et enfin, la série télévisée d'Alexandre Astier Kaamelott a beaucoup fait pour remettre la légende au goût du jour. Bien que réalisée dans un style décalé et satirique, elle s'appuie sur une connaissance précise du texte de Thomas Malory. La légende arthurienne a aussi su inspirer les auteurs de fantasy, car elle contient les ingrédients chers à ce genre littéraire. Un roi charismatique, deux preux chevaliers, une relique sacrée, un enchanteur aux dons prophétiques et des ennemis diaboliques. En revanche, elle a tendance à effacer l'aspect chrétien du merveilleux et le Graal est ainsi régulièrement réinterprété pour devenir une relique celte. De nouvelles valeurs y sont aussi mises en avant, comme la protection de l'environnement, l'anticolonialisme ou le féminisme. Le cycle d'Avalon de Marion Zimmer Bradley et Guenièvre de Nancy Mackenzie propose par exemple une réécriture de la légende arthurienne du point de vue féminin. Et si la légende du roi Arthur continue de susciter une vaste production littéraire et artistique, les textes de Chrétien de Troyes sont encore étudiés par les élèves. Mais laissons une dernière fois la parole à notre cher maître Blaise, que nous quittons non sans émotion. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des Chevaliers de la Table Ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 33e et dernière émission, la mort d'Arthur.
Sur le bateau qui le ramène, Monseigneur Gauvin est couché. Le roi ne quitte pas son chevet. Où suis-je? Sur la mer, Gauvin. Nous revenons. Béni soit Dieu qui permet que je meure en Bretagne bleue. Non, Gauvin, tu mourras pas. Si, je le sens. Sire, la reine est-elle avec nous? La reine est partie. Et Monseigneur Lancelot? Il est demeuré dans ses terres. J'aurais aimé le saluer. Est-ce tout? Arthur, tu ne me dis pas tout. Je sens qu'il y a autre chose. Chose plus vile, plus laide, plus douloureuse. Parle. Mordred nous a trahis. Ah, Il veut être roi. je l'avais deviné. Mon épée. Où est-elle? À tes côtés. La voici. Arthur montre l'épée à Gauvin. À grand-peine, Gauvin la saisit. Excalibur. Il baise le pommeau. Les larmes coulent sur ses joues. Arthur, tu m'as fait grand honneur en me confiant ton épée. Je t'ai servi du mieux que j'ai pu. Pardonne-moi si je n'ai pas été plus digne de la porter. Nul n'eût été plus digne que toi de la porter. Merci. Gauvin! Gauvin! Gauvin, tu as été le premier de mes compagnons quand je n'étais rien encore. Tu es le dernier quand je ne suis plus rien. Mort. Je t'appelle de trahison. Après qu'elle eut retrouvé à grande joie Lancelot, qu'elle eut pansé ses plaies et qu'il se fût endormi, la reine demeura à le veiller. Avec la nuit, une grande tristesse tomba sur elle. Elle pensa qu'elle devait maintenant s'en retourner au pays de son enfance.
Et comme elle était vêtue, sans même prendre un manteau, elle sortit de la tente et s'en fut à pied, dans l'ombre, droit devant elle, à travers la lande. Et quand elle eut marché longtemps, elle se coucha sur la terre pour pleurer, tant qu'à la fin, elle s'endormit. Quand elle ouvrit les yeux, elle sentit la caresse d'une main légère dans ses cheveux. Quelqu'un se penchait sur elle. Dame, dame, ne pleurez pas. Viviane, où suis-je? Chez moi. Je vous ai vu qui pleuriez dans la nuit. J'ai pensé que je ne pouvais laisser la reine seule, en si grande douleur. Mais je... Ne dites rien. À revoir Lancelot, je n'aurai pas moins de bonheur que vous. Arthur et son armée débarquèrent en Bretagne bleue. Ils se mirent en route pour Camaralot. Et ce fut dans la plaine de Salisbury, où Arthur avait remporté sa première bataille, que Mordred se porta à sa rencontre. Sur les étendards d'Arthur flottait le dragon blanc que Mordred, sur les siens, avait remplacé par le dragon rouge. Ils se jetèrent l'un sur l'autre, avides de s'entre-détruire, et certes, on ne vit jamais au pays de l'ogre bataille si cruelle, si longue et si mortelle. Telle fut la violence des combats qu'au plus haut de sa course, le soleil qui s'était levé dans un ciel sans nuages sur la plaine de Salisbury paraissait une braise qui va s'éteindre. À peine ces rayons traversaient-ils l'épaisse poussière que soulevait le piétinement des chevaux. Dans ce brouillard rougeâtre, il fut bientôt difficile de reconnaître les siens autrement qu'à la voix. Pour les guerriers, ce fut le combat des ombres avant même qu'ils ne les eussent rejointes. Loin de s'en apaiser, leur ivresse guerrière ne fit que s'accroître, en sorte que beaucoup furent tués ou blessés par ceux de leur propre camp. Qui va là? Qui? C'est moi, Arthur. Je suis là! Mordred! 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 À moi! Non, sire, laissez-le moi! Il est à moi! C'est mon fils! Plein de rage et de douleur, Arthur se rue sur Mordred. Le combat du père et du fils s'engage, cruel et sans merci. Mordred blesse Arthur. À ce moment, un ray de soleil traverse la brume, illumine Mordred. Arthur rappelle à lui toutes ses forces. Le glaive étincelant s'élève. Traître! Excalibur s'abat. Mordred tombe, foudroyé.
Arthur porte la main à sa blessure. Pour lui, la guerre est finie. Il descend de sa monture. La bataille s'éloigne de lui. Des chevaux sans cavalier passent en hennissant dans la brume. Le soleil rouge, énorme, décline. Peu à peu se fait le silence. Le roi, ayant défait son aume, gît au sol. Arthur! Arthur! Qui va là? C'est votre écuyer, Giflet. Oh, sire, vous êtes blessé? Non, ce n'est rien. La bataille est-elle achevée? Oui, oui, sire. Qui l'a emporté? Sire, les morts. Emmène-moi. Giflet aide le roi à se relever. La poussière maintenant retombe et le roi peut mesurer l'étendue du carnage. Appuyé sur Giflet, il traverse le champ de bataille et se fait conduire vers le lac qui s'étend au nord, entre la plaine et les dunes qui bordent la mer. Bientôt, il est pris de faiblesse. Ah, Giflet. Aide-moi à m'asseoir. Oui, sire. Vois-tu gifler cette épée? Oui, sire. Avec elle, je me suis taillé un royaume. C'est le royaume de la douleur. Et moi, je suis le roi des morts. Va, Giflet, jeter cette épée dans le lac. Sire. Va. Oui, sire. Giflet se rend au bord du lac. Il contemple la fine lame. Le cœur lui manque. À sa place, c'est la sienne qu'il jette. Puis il revient auprès du roi. Giflet, as-tu jeté mon épée? Oui, sire. Qu'as-tu vu? Sire, j'ai vu l'eau qui se refermait. Giflet, retourne d'où tu viens et jette mon épée. Oui, sire. Giflet de nouveau s'approche du lac. Il pose l'épée derrière un rocher et revient près du roi. Giflet, as-tu jeté mon épée? Oui, sire. Giflet, qu'as-tu vu? Sire, rien que de bon. Giflet, retourne d'où tu viens et jette mon épée dans le lac. Giflet s'en revient à la rive une troisième fois. Il ramasse l'épée et cette fois, de toutes ses forces, il la jette. Et quand l'épée retombe, il voit une main qui sort du lac et la saisit avant de disparaître avec elle. Giflet, as-tu jeté mon épée? Oui, sire. Giflet, qu'as-tu vu? Sire, une main est sortie de l'eau et l'a prise. Ah, c'est bien.
Maintenant, laisse-moi. Va-t'en. Sire, je ne vous laisserai pas. Giflet, obéis. Giflet, va-t'en. Puisqu'il le faut. Adieu, sire. Adieu, Giflet. Adieu, mon ami. Le cœur rempli de larmes, l'écuyer s'éloigne dans la nuit qui descend. Le roi voudrait mourir, et il ne le peut. La mort tarde à venir. Il se lève, et lentement, il se dirige vers la mer. La pleine lune s'est levée. Tout près du rivage est venue, pour Arthur, la blanche nef qui emmena les bons chevaliers au château de Corbénic. Adieu, roi. Adieu, chevaliers. Adieu, dames et demoiselles. Il est fini le temps des aventures, pour vous et pour moi. Vous autres qui lirez ce livre, si vous voulez en savoir davantage, demandez à Merlin qui vit toujours en Petite-Bretagne, dans le manoir sous le lac, auprès de Viviane. Et c'est ici que prend fin notre série. Mais vous pouvez recommencer l'aventure à tout moment et la partager sur les plateformes d'écoute et sur podcast@ina.fr.